Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Je mène en ce moment une expérience de sérendipité sociale. Pour être au plus près de ce que je vous raconte ici, j'ai décidé d'expérimenter la création de liens au hasard et de me laisser surprendre en sortant de ma bulle. Tous les jours, je contacte un inconnu sur LinkedIn. J'ai établi un protocole, qui est ce qu'il est. Attention, ça se complique. Comme il paraît que nous sommes tous à 7 poignées de main du pape, j'ai commencé par piocher un contact parmi mes contacts, puis un contact parmi les siens, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une distance de 7 cercles. J'ai contacté au hasard quelqu'un issu de ce cercle, et le lendemain, je contacte quelqu'un qui est à 7 cercles de cette personne. Est-ce que vous me suivez ? Ça m'amène assez loin, parfois les cercles s'éloignent, parfois ils reviennent vers le premier cercle, c'est assez drôle, mais je me dis que je serai peut-être bientôt au Vatican, qui sait. Je me connecte avec ces gens en leur expliquant ce que je viens de vous dire et je termine par ces mots « Ceci est une bouteille optimiste dans l'océan numérique, qu'allez-vous en faire ?» Libre à eux de me répondre ou pas, et a priori, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Mais mon message, il est sympa, la démarche, elle est étonnante, alors certains se prennent au jeu. Les échanges, quand ils ont lieu, sont informels, rapides, on n'en attend pas grand-chose. Je ne peux pas dire que je sois en train de me faire des amis pour la vie, mais c'est pas le but. J'ai déjà de très bons amis, j'ai un cercle familial super, proche, aidant, j'ai des liens forts très précieux dans ma vie. Je suis plutôt en train de développer ce qu'on appelle des liens faibles. Et sans doute avec des gens que je ne rencontrerai jamais, et a fortiori ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Vous connaissez la notion de lien fort, lien faible ? En 1973, le sociologue Mark Granovetter établit une théorie connue sous le nom de « force des liens faibles ». Pour résumer grossièrement, imaginez une triade, il y a moi, il y a ma mère et il y a une super copine de ma mère. Il existe un lien fort entre moi et ma mère, il existe un lien fort entre ma mère et sa BFF, mais sa copine et moi, on se connaît de très loin. J'en entends parler, j'imagine qu'elle aussi, en tout cas j'ai régulièrement les oreilles qui sifflent, mais je l'ai croisée 2 ou 3 fois, pas plus. J'ai avec elle un lien faible. On a tous comme ça des liens forts et des liens faibles qui composent notre réseau social. Ce qu'a montré Mark Granovetter, c'est qu'un individu tirera davantage bénéfice de ses liens faibles que de ses liens forts. Ça semble paradoxal, non ? Mais c'est tout l'enjeu de sortir de nos bulles. Les liens faibles nous permettent d'avoir accès à des informations nouvelles, venues d'autres bulles, d'autres milieux, des informations qui vont nous servir dans la vie de tous les jours. C'est par exemple les avis qu'on laisse sur Internet. Si vous voyez que 20 inconnus ont été malades après avoir dîné dans un restaurant, vous allez éviter ce resto. En revanche, si 200 inconnus mettent une super note à un podcast, ça donnera un sacré coup de pouce à ce podcast. Vous voyez où je veux en venir ? Si vous cherchez du boulot, ne comptez pas sur votre réseau fort, comptez sur les liens faibles. C'est eux qui savent que parmi leurs liens forts, quelqu'un cherche un profil comme le vôtre. Et en entreprise, faire entrer un freelance, c'est souvent faire entrer un œil neuf sur sa culture d'entreprise. C'est un lien faible qui va pas rester des années, mais c'est un atout fort qui va apporter des idées nouvelles, des interprétations innovantes. Mais là, je vous donne que des exemples un peu trop sérieux. Est-ce que ça marche si on veut rigoler ? Et pourquoi est-ce qu'on irait rigoler avec des inconnus ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des liens plus importants que d'autres ? Mon invité a peut-être la réponse à cette question. David Rivoire, bonjour. Bonjour Kim. David est un serial entrepreneur, mais aussi un social entrepreneur, un homme qui réfléchit à sa relation aux autres, à sa place dans la société. Il a fait de la convivialité un sujet entrepreneurial, un sujet d'études et d'expérimentation. On a connu moins fun comme sujet. Avec son associé Renaud Seligman, il a créé le Social Bar à Paris, puis dans plusieurs autres villes, un bar où tout est mis en place pour faciliter la rencontre avec des inconnus. Le Social Bar est devenu une agence, une école, un labo, et aujourd'hui, David se lance dans une nouvelle aventure, un hameau qui veut révolutionner le tourisme.
Nous allons revenir dans un instant sur ces différentes entreprises qui ont tout un point commun, David, le lien entre humains. Mais d'abord, est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous? On se dit tu si ça te va. Ça me va très bien. C'est important pour toi? Important, chacun est libre, mais c'est plus sympa pour moi. Tu tutoies naturellement? Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire le paysage sonore dans lequel nous sommes en train de pédaler? Eh bien, nous sommes dans une jungle. Ah, là, tu nous mets au défi de trouver un bel habillage sonore. Exactement. Raconte-moi un peu la jungle. La jungle, on entend des oiseaux, des singes au loin, on entend ce feulement des fauves, de la nature, de cette chape, de cette canopée. Il y a à la fois une tranquillité, une immense vie, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'adore, là, on pédale dans la jungle, on va prendre nos roues dans les racines un peu. Là. Il paraît qu'il y a une piste. Ah, ok, tu nous facilites la vie. Alors, je le disais, tu es un serial entrepreneur. J'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun à toutes les entreprises que tu as montées. C'est ton regard sur ce qu'on appelle le facteur humain, peut-être. Est-ce que c'est aussi ça qui fait de toi un social entrepreneur? C'est aussi ça, c'est pas que ça, parce que l'entrepreneuriat social, c'est aujourd'hui assez bien défini. Alors, et en même temps très hétérogène avec beaucoup de contradictions, mais il existe aujourd'hui des statuts juridiques pour exercer socialement. Donc moi, je monte des entreprises solidaires d'utilité sociale, dont le petit pas de côté qui est fait par rapport à l'entrepreneuriat classique, c'est qu'on fait de l'argent un moyen, pas une fin, et qu'on adresse un problème de société, et qu'on essaie de l'adresser par une logique d'entreprise. Donc après, tu peux choisir dans cette grande famille d'aller sur le facteur humain, c'est ce que j'ai fait. Mais tu peux aussi choisir d'aller sur d'autres facteurs comme la santé, comme le vivre ensemble, comme plein de choses. Et ça, c'est une chose qui est pensée en amont de l'entreprise et qui est définie dans vos statuts, c'est ça? Oui, absolument. C'est un statut officiel. ESUS. Comment est-ce que tu as pu observer le pouvoir des liens interhumains au fil de ton parcours? On va revenir en détail sur ces étapes de ton parcours, mais est-ce que tu as toujours eu cette intuition que les liens interhumains, c'était la clé? Je l'ai pas toujours eu. Je l'ai longtemps subi dans la plainte. Le lien humain. Ouais, ça te plaisait comme pas. j'étais moi. C'est pas que ça me plaisait pas, c'est comme moi-même j'étais pas aligné avec ce que je suis. J'ai constaté bien après que je renvoyais à mon entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, ce que j'étais intérieurement, c'est-à-dire une boule de nerfs. Pas très collaboratif, pas très coopératif, pas très agréable. Et donc ça m'a explosé à la figure il y a maintenant bien longtemps. Ça s'appelle un gros burn-out, qui n'est pas lié que à ça, mais qui, je crois, dans l'idée qu'on peut se raconter que les burn-out viennent d'un surmenage professionnel, à mon avis, ils viennent beaucoup de la non-qualité des liens qu'on produit. Moi, c'était mon cas. Et donc j'ai pris conscience bien plus tard de l'importance des liens. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu que c'est le seul sujet qui doit nous préoccuper. Alors ça, c'était dans tes premières années pro? Ouais, et dans ma vie d'enfant et d'ado en général. C'est des choses que j'ai découvert après. J'ai vécu de la maltraitance, j'étais dans une famille dysfonctionnelle, et donc ça crée des enfants timorés, perturbés, des ados passifs-agressifs ou violents, des adultes qui savent pas où ils sont. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. À quel âge on arrive en tout cas toi, à quel âge tu as réussi à observer ça et à te dire il y a quelque chose à changer là-dedans, dans cette situation, dans ces interactions? C'est arrivé un peu après la trentaine, et c'est arrivé parce que j'ai touché un mur, j'ai pris un burn-out. Et okay. Donc, à partir de ce burn-out, j'ai commencé à m'observer, ou commencé à me soigner, ou à me guérir. Et assez petit à petit, j'ai compris tout ce qui s'était joué mes 30 premières années, et qui m'avait amené là dans ce mur-là. Donc ce burn-out, il te fait quitter un emploi? Non, parce que je suis déjà entrepreneur. D'accord. Et le psy veut m'arrêter, mais je peux pas, j'ai 20 salariés. Et donc je prends des antidépresseurs et je commence une thérapie, qui est le premier pas vers, finalement, il y a des trucs qui se passent mal dans ma vie, je l'avais pas vu. Et c'est comme ça que ça démarre. Ouais. Après, ça a été un long chemin. Raconte-nous un petit peu, si tu le veux bien. Ouais, y a aucun problème. Comment ça a évolué et comment tes liens ont changé? C'est long. Parce que c'est des prises de conscience successives. C'est violent? Alors c'est pas violent tout de suite parce que en tout cas, bon, c'est évidemment à travers mon histoire, donc j'en fais pas une vérité, mais tel que je l'ai vécu moi, c'est pas violent tout de suite puisque nos cerveaux sont des machines absolument fantastiques pour nous protéger de ce qui est douloureux.
Au début, on enlève des couches très superficielles de ce qui va pas, et ça peut durer très longtemps, voire je pense qu'on peut tourner autour toute une vie sans vraiment rentrer dans le noyau de la douleur. Donc au début, je trouve pas ça très dur, moi j'ai un peu l'impression d'avoir végété dans des thérapies très imparfaites, très incomplètes, épuisé quelques psys, etc. Et ça a commencé. Alors évidemment, ça règle quand même quelques trucs. Ça apaise un peu. Mais c'est plus le symptôme. Tiens, je commence à m'occuper de moi. C'est pas le symptôme. Je guéris. C'est je passe d'une phase complètement apathique et passive où en fait je subis. Je vois pas que je subis à une phase d'acceptation de sa vulnérabilité, de prise en main. Donc c'est le constat permet de. Le soin, lui, il vient dans le temps et d'abord, c'est jamais fini. Et je ne suis très clairement pas fini aujourd'hui. Par contre, je m'aperçois qu'à chaque fois que j'en ai vu une couche, elle est plus épaisse, plus douloureuse. Mais c'est Sisyphe que tu nous racontes. Ouais, c'est un peu Sisyphe, ouais. Je pense que c'est un énorme sujet. La santé mentale, on sait qu'elle se dégrade énormément. La qualité du lien est catastrophique et je me regarde comme un vrai cobaye de ce que j'essaie de faire par ailleurs, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut travailler sur tous ces trucs-là. Et je vois bien que pour moi-même, c'est très chaotique. Donc, que c'est pas facile et que ça va pas être facile pour les générations qui viennent et qu'on part de très très loin. Parce qu'on s'est inventé un monde où, en fait, on nous a raconté que tout allait bien se passer si on était conforme aux attentes sociales, c'est-à-dire de, a priori, avoir des bonnes notes à l'école, faire des études, choisir une carrière. Et en vrai, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc voilà. Donc c'est plus après quand j'ai connecté la spiritualité à la thérapie que ça a commencé vraiment à être transformant pour moi en fait. Je vois beaucoup au fil de mes interviews autour du lien interhumain, souvent cette notion de le lien à soi revient. C'est la base. Pour moi, c'est la base. On peut pas être en lien avec les autres si on n'est pas dans un alignement intérieur, d'être en paix, en cohérence avec soi-même, c'est impossible en fait. Mais toi, tu l'as expérimenté. Ah, je l'ai expérimenté à beaucoup d'égards, ouais. Et je l'expérimente encore aujourd'hui, dans une posture maintenant que j'ai acquise de finesse d'observation de ces moments-là, de ce qui se joue dans une relation interpersonnelle. Et effectivement, on voit assez rapidement que la manière dont on est en état soi-même et en lien change considérablement la qualité du lien qui va s'opérer, ne serait-ce que sur des liens faibles ou des liens forts d'ailleurs. Donc toi, t'as bougé ta posture personnelle avant de bouger ta posture sociale. Ça a amené ça. Ça a amené une nouvelle démarche entrepreneuriale. Ça a amené une autre manière de penser l'entrepreneuriat. Ce serait un peu raccourci. Est-ce que ça a amené une autre manière de penser ? Je sais pas, parce que tout ça a été quand même un peu gloubi-boulga, organique. C'est pas si séquencé que ça. Le truc que tu amènes, je vois plus une évolution en spirale. D'accord. Tu vois, de compréhension petit à petit. Ouais, il y a d'abord les couches que tu t'enlèves toi, et puis après t'évolues, tes croyances évoluent, tes pensées limitantes évoluent, tes liens évoluent, t'as des constats que tu fais, tu prends des impasses, tu reviens, etc. Et tout ça, c'est un truc qui avance plus comme ça que En revanche, effectivement, il y a eu quelques prises de conscience managériales de mon lien qui ont été assez fortes. Et qui continuent de l'être d'ailleurs aujourd'hui, de voir jusqu'où on peut monter en termes de qualité de lien relationnel à soi et à quel point ça joue sur son environnement immédiat, quoi. Donc tu disais que t'étais pas le mec le plus sympa. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, t'es le mec le plus sympa ? C'est marrant parce que je viens d'écrire un plaidoyer parce que je prépare des conférences sur lesquelles je dis est-ce que les cofondateurs du Social Bar doivent être conviviaux en toutes circonstances ? Est-ce que ça crée une attente ? Et je me suis aperçu qu'on générait des attentes. Et pareil avec le hameau, où on met en place de l'intelligence collective, de la gouvernance partagée, de la coopération, de la gestion des émotions, de la gestion du lien, etc. Est-ce que, alors dans ce cas, je n'ai plus le droit, moi-même, à un moment donné, des moments où tu paniques, t'es en colère, etc. Et c'est compliqué de se mettre au bon endroit. Et je pense que c'est compliqué quand on s'investit d'une mission comme ça, de ne pas l'adosser à une espèce d'attente de perfection qui en fait t'emmène au mauvais endroit. Donc grosse réflexion là-dessus. Et je sais pas si j'étais sympa ou j'étais pas sympa, pardon, et je suis sympa. C'est évidemment bien plus complexe que ça. C'est la question, c'est pas ce que tu renvoies, c'est de l'intention intérieure. Alors ça, par contre, je peux faire un témoignage là-dessus. Si tu t'alignes en profondeur avec ce que tu es, avec ton intention elle est bonne,
Le reste, c'est mécanique. Ça découle. Ça découle. C'est dans ce sens, et c'est que dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire qu'après, tu peux faire un sourire de façade, tu peux être sympa, tu peux forcer le truc. Si l'intention, elle est ailleurs, le lien, il n'en découlera pas pour moi. Et personne n'est dupe. Alors, il y en a qui sont dupes. Je pense qu'il peut y avoir des moments où ça se voit, et je pense qu'on a bâti une société qui fonctionne beaucoup là-dessus, et oui, ça marche, de manière éphémère, ça marche. Par contre, on voit bien que la qualité globale du lien, elle va plutôt vers le bas. Et donc, sur ces petits artifices temporaires, en vrai, ça t'éloigne de ton alignement intérieur. Et est-ce que ça ruisselle aussi sur le comportement des autres? C'est-à-dire que tu prends un stagiaire, quelqu'un qui démarre avec vous, on sait par exemple que chez les enfants, il y a une grosse force de l'exemple. L'exemple que tu donnes. Est-ce que ça marche aussi en entreprise? Je pense que ça marche dans tout lien interpersonnel, qui n'est pas forcément de l'exemplarité, mais plus, moi, j'ai presque plus envie de parler d'énergie transmise que d'exemplarité, parce que je suis pas sûr que l'exemplarité fonctionne, parce que tu vois pas forcément ce qui se joue, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est plus, par contre, quand toi, t'es dans une énergie d'alignement intérieur qui parle plus du cœur, alors je crois que j'ai créé un truc invisible, mais qui est pas, tiens, j'ai vu comment il faut faire et je vais le répliquer. C'est autre chose pour moi. C'est autre chose pour moi. C'est un lien invisible. C'est plus que faible. C'est en dessous du lien faible, c'est le lien invisible. David, notre quotidien est fait d'interactions impromptues avec des humains qu'on ne connaît pas. C'est pas toujours agréable. J'ai demandé à un petit panel d'auditeurs de Rosalie s'ils aimaient bien qu'on leur parle dans la rue. S'ils aimaient bien eux-mêmes aborder les gens dans la rue. On les écoute? J'aime beaucoup qu'on m'aborde dans la rue et qu'on ose me poser des questions ou une question. D'abord parce que je me dis que c'est parce que j'ai une bonne tête et que je fais pas peur, donc ça me rassure. Et j'adore entre autres répondre aux questions, par exemple, des touristes qui sont perdus et qui se disent « Ah tiens, cette petite jeune femme-là, elle va pouvoir m'aider ». Je me rends compte que j'apprécie quand c'est des gens qui me ressemblent. Et je suis beaucoup moins à l'aise quand c'est des gens qui me ressemblent pas. Je peux soit me sentir un peu effrayée, soit mal à l'aise, soit assez rapidement être dans le jugement et me dire oh là là, il ou elle est lourdingue. J'ai une assez forte acuité à mon environnement et qu'en général j'y suis assez réactive. Assez facilement, je vais me connecter avec quelqu'un pour réagir à une situation qu'on va vivre. C'est-à-dire que je vais pas m'asseoir à côté de quelqu'un sans qu'il se passe rien et lui dire bonjour monsieur, bonjour madame, voulez-vous qu'on parle? Mais en revanche, si on va ensemble vivre un événement qui va déclencher chez moi quelque chose d'un point de vue émotionnel, je vais avoir besoin assez rapidement de le partager et donc je vais aborder les gens qui sont autour de moi. Alors moi, j'aime bien qu'une ou un inconnu m'aborde, si c'est pour me faire un compliment, comme par exemple, que je suis belle ou bien, que ma tenue est jolie. Mais sinon, dans d'autres cas, j'aime pas, surtout quand je suis pressée ou que c'est quelqu'un, qui force un petit peu. Je refuse le dialogue si je sens qu'il s'agit nettement d'intrusion, de démarche commerciale, de culpabilisation, de manipulation. Aborder quelqu'un ou se faire aborder, ça me paraît plus facile en province. Il n'y a pas de méfiance et les contacts sont plus simples. On a eu Raphaël, on a eu Béatrice, on a eu Fanny qui a 14 ans, qui nous dit qu'elle aime bien qu'on lui dise qu'elle est jolie. Et on a André qui nous parle de la province. Est-ce que c'est plus facile en province? C'est pas dit. Je sais pas. Vous avez des social bars un peu partout. Je sais pas si je suis expert en province. Ouais. Je sais pas si c'est plus facile en province. En tout cas, ta question me renvoie et les quelques témoignages au phénomène d'urbanisation, puisqu'avant on était en lien tout le temps en fait. Et puis quand les villes ont commencé à devenir à grossir, en fait, sur le trajet, et puis surtout la mobilité entre les villes et la mobilité, en fait, c'est un des éléments qui a coupé le lien en fait. Donc, effectivement, on en est à un point où on se pose la question de si on aime se faire aborder par un inconnu ou pas. Dans une situation, probablement, on est arrivé plutôt à une posture de défiance ou de méfiance que de confiance, que d'accueil. Donc, est-ce que, en tout cas, si on est sur la France et Paris-Province, on est dans un pays qui est Groland, où il y a une grande ville, et puis la province, mais il y a aussi plein de pays où il y a plein de grandes villes. Donc, peut-être que la question, c'est est-ce que plus c'est grand, plus c'est compliqué, et plus c'est petit, plus c'est accessible, ce qui renvoie à la nécessité de se connaître, de rentrer en lien, etc. En tout cas, moi, mon constat, c'est que c'est pas forcément plus facile en province qu'à Paris.
Alors en 2016, David, après une première partie de carrière dans l'accompagnement de parcours pro, tu as monté le Social Bar à Paris avec Renaud Seligman qui trouvait que les gens ne se parlaient pas assez. Oui. Vous trouvez un petit local à côté de la gare de Lyon, vous imaginez ce concept de bar à amis, j'ai envie de dire bar à amis, tu sais, il y a des bars à tout maintenant, des bars à sourcils même. Bon, vous, c'est un bar à amis, c'est plus classique. Quoique, vous imaginez des techniques pour provoquer des rencontres. C'est quoi le constat à l'époque? Est-ce que le concept du bar du coin, parce que c'est quand même ça le bar, le zinc, c'est le lieu même de la sociabilité, et puis c'est un truc pour lequel la France est reconnue quand même, le bar, le bistrot. Ouais. C'était dépassé? Si ça avait été aussi intelligent que ça, non, ça a été plus le fruit d'une intuition. C'est devenu une entreprise aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été conçu comme une entreprise avec des logiques, des stratégies, des études de marché, des constats. C'est parti un peu comme ça. C'est une initiative spontanée? Franchement, je bois un coup avec Renaud, qui est un ami. Bon, j'ai encore ma boîte c'est pas une première partie de carrière, c'est en parallèle de ma boîte de formation, et le bar, on le monte dans ma boîte de formation. On monte un mur en placo, et on met le bar de l'autre côté. Donc on fait les deux en même temps. Et Renaud, j'ai rencontré au MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est une organisation des fameuses entreprises dont on parlait tout à l'heure, entreprises sociales. Et lui travaillait au MOVE. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. En fait, moi, j'en étais adhérent. Et vraiment, c'est parti d'un soir de la phrase que tu as dite. Renaud, je trouve que les gens se parlent plus. Un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. On est dans la rue, en fait, on n'est plus en lien, quoi. On sait plus le faire. Et à partir de là, c'est là qu'est venu assez rapidement le bar. Parce que, en tant que nous, clients de bar, le constat immédiatement après, c'est que quand même dans des bars, on vient avec des amis, on repart avec des amis. On vient pas. Mais les mêmes. Et les mêmes. Et à l'époque, on disait, il y a deux catégories de gens qui font des rencontres. C'est des gens bourrés et c'est des gens extravertis. Et en fait, dans les deux cas, c'est pas qualitatif. C'est pas un vrai lien, en fait. Donc, comment on revient à ces lieux qui étaient des lieux de sociabilisation, qui ont complètement disparu en termes de nombre. Il y en a 90% qui ont disparu en un siècle. Et comment on revient à ce que ce soit des lieux où on sociabilise. C'est-à-dire, c'était pas provoquer des rencontres, c'était créer la possibilité d'entrer en lien avec des gens avec qui tu ne serais jamais entré en lien, comme dans n'importe quel bar, en fait. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Et le pari, c'était de partir de là où on était nous, c'est-à-dire, nous, on a plutôt envie, mais on n'y arrive pas. On n'ose pas, ou etc. On n'arrive pas. Vous-même, en fait, vous partez de votre besoin? Notre constat, en tout cas, oui, et que nous-mêmes, notre entrée en lien est pas toujours facile, qualitative, etc. Alors l'alcool est un formidable truc pour ça, mais ça serait bien de pouvoir s'en passer aussi. Il est hyper malsain. Nous, on travaille beaucoup en ce moment à détacher la convivialité de l'alcool, qui en France culturellement, c'est quelque chose de très compliqué. Et d'ailleurs, notre métier maintenant, c'est le lien social, convivialité ailleurs que dans des bars. Et les bars, ça nous questionne vraiment par rapport au fait que c'est quand même très lié à de la consommation d'alcool. C'est un vrai sujet. Et donc c'est comme ça que ça part. Et on se dit, comme on a l'intuition qu'en fait on est une espèce qui a ça en elle et qui a envie, alors comment on le débloque? Et comment on le débloque? On crée des occasions. Et maintenant on l'a hyper modélisé en termes de méthode. On appelle ça la méthode bande de conviviaux. Et on l'enseigne. Et donc il y a une manière de se dire bonjour, qui est une manière d'entrer en lien. C'est quoi, par exemple? Donc on se regarde dans les yeux? Il y a des trucs minimum, évidemment. Quand tu regardes dans les yeux, que tu fais un sourire, que tu fais un geste, que tu dis ton prénom, que tu demandes ton prénom, la deuxième étape, c'est désanonymiser. Tout de suite, le lien, il se crée là. Et après, c'est comment tu crées du lien. Et en fait, tu t'aperçois que déjà, les étapes bonjour et désanonymiser, elles sont très peu faites. Elles sont vraiment très peu faites. Et encore une fois, je reviens à l'intention et l'alignement intérieur. Est-ce que tu es juste en train de jouer un personnage social, ou est-ce que tu t'es mis dans une posture d'avoir vraiment envie d'entrer en lien avec cette personne-là et de faire un bonjour sincère en regardant la personne. Et ensuite, une fois que tu as dit bonjour, ton prénom, que tu connais le prénom de l'autre, il se joue un truc là. Il se joue un truc. Soit une petite gêne, une banalité potentielle qui vient alimenter la gêne. Il fait beau aujourd'hui. Ouais. Mais qui est une manière de rentrer en interaction. Qui est une manière de rentrer en interaction qui est à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle peut soit effectivement commencer à rentrer en interaction, soit alimenter
une absence de lien, Ouais. donc un lien factice. Il fait beau, ouais, il fait beau, et puis en ce moment, en ce moment, il fait froid, etc. Et Et on repart avec rien, quoi. et ça peut durer 10-15 minutes de rien, en fait. Ouais, ouais. Alors que le lien, il est un lien profond, et donc nous, on dit, si tu veux passer à cette troisième qui est le C, comment je crée du lien, nous, on imagine 2 grandes catégories. La première, c'est la sincérité. C'est-à-dire que tu vas éviter la banalité, justement. Donc, ça revient à ce fameux comment ça va. Parce que comment ça va, on répond ça va, mais en fait, on répond pas. En ce moment, c'est dur. Ou en ce moment, je suis hyper joyeux parce que machin. En fait, on est poli quand on répond ça va. On est même dissocié. On est absent. On est même pas, on est poli parce qu'on répond, mais on est absent de ce qu'on est en train de répondre. Et dès que tu vas aller mettre dans ton ça va ça va bien, je suis hyper joyeux en ce moment parce qu'il m'est arrivé ça, là, bam, tu crées immédiatement un lien de miroir entre la joie, c'est un sentiment, ou ça va pas, je me sens déprimé en ce moment, il m'est arrivé ça, et en fait, on rentre pas dans cette vulnérabilité-là, dans cette sincérité-là, très naturellement, alors que quand on le fait, ça ouvre immédiatement un canal, qui justement évite à l'autre de répondre, ouais, il fait froid en ce moment, mais moi aussi je suis joyeux parce que, et en fait, tu crées ce truc-là. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, nous, c'est un truc qui nous est propre à nous. On appelle ça le détournement convivial ou la déconne sérieuse. C'est comment on réveille ce petit enfant un peu blagueur et intérieur qu'on a en nous et qu'on a bien enfoui dans nos codes sociaux, et comment on lui réautorise à exister et à se servir d'un petit moment pour dire un truc un peu décalé qui va, de même manière, ouvrir... c'est quoi? C'est le sens de l'humour, ça? Ouais, mais c'est ce qu'on essaie d'éviter, c'est que le problème du sens de l'humour, c'est qu'il va alimenter la croyance que ce n'est que le propre de certaines personnes qui ont la chance d'avoir le sens de l'humour. Okay. Nous, on parle plutôt d'un muscle qui s'est atrophié, qui est le muscle de l'enfant intérieur, qui lui a pas besoin d'être drôle, il est simplement spontané. Et c'est un muscle qui se renforce comme quand on va à la gym, c'est-à-dire qu'au début, peut-être qu'il va falloir effectivement que tu prépares un peu tes moments pour dire tiens. Ok, là je vais à la boulangerie, qu'est-ce que je peux dire au boulanger, à la boulangère pour que ce soit pas juste bonjour, une baguette s'il vous plaît, au revoir. Et donc ça peut se préparer. Et là tu peux dire des trucs comme est-ce que j'ai été votre meilleur client de la journée? Est-ce que vous m'avez bien donné la meilleure baguette? Et ces petits trucs-là, si tu l'expérimentes, tu t'aperçois qu'à un moment donné, t'as plus besoin de les préparer. En fait, tu crées une rupture. Tu crées une rupture. C'est pour ça qu'on appelle ça le détournement convivial. C'est tu utilises une situation qui est normalement banale et parfois un petit peu fade, et tu lui donnes une toute petite couleur, qui est vraiment un petit quart de tour. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu le fais, et tu parlais des liens faibles entre la maman et son amie tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres liens faibles, qui sont les liens avec des personnes que tu croises et que tu vas jamais recroiser toute la journée, les commerçants, les agents au guichet, l'inconnu dans la rue, etc. Et là, il y a des vrais liens faibles à activer. Nous, on pense vraiment dans le labo du lien, qui est notre labo de recherche. En fait, on essaie de regarder, si tu fais ce truc-là à la boulangerie, tu vas souvent, moi je le fais beaucoup maintenant, tu vas avoir au moins un sourire de la personne, voir une personne qui est derrière toi dans la queue, qui va embrayer, qui va rentrer dans le jeu, qui va faire lui-même un truc parce que tu as réveillé chez lui la possibilité de. C'est sympa. Et en fait, la question c'est est-ce qu'on est en train de créer une chaîne invisible en faisant ça? Est-ce que ce qui a été livré là, ça va être livré au client d'après ou ça va être livré en rentrant dans sa famille? À quel moment ça se réatténue parce qu'on est repris dans nos soucis quotidiens, etc. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire nous, d'essayer de trouver. Et en fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, tu me posais la question, est-ce que je suis sympa, etc. Je sais pas si je suis sympa ou pas sympa. Ce que je sais, c'est quand je suis stressé et anxieux, je suis moins disponible. Ouais. Et quand je suis disponible. Et ce que je sais aussi, c'est que quand je force un peu la chose, alors ça me sort de mon stress et de mon anxiété et ça me ramène dans un lien. Mais donc, tu as des points de bascule dans ce truc-là. Et quand tu le fais, c'est très, très marrant. Et maintenant, on donne des formations à ça. Et après, on crée des groupes WhatsApp en disant envoyez-nous vos qu'est-ce qui s'est passé de beau dans votre journée, en fait. Et c'est hallucinant. Et ça doit rendre les journées beaucoup plus belles. Mais ça change tout. Ouais, on peut lancer ça comme défi à nos auditeurs. Ouais. Moi, je parlais d'un défi que je me suis mis moi-même de contacter des gens. Contacter les gens de façon sympa et totalement informelle. Une fois que le pain est acheté, on est sorti de la boulangerie. Exactement. C'est quelle petite chaîne tu crées. Nous, on entendait la jeune fille dont tu parlais, là, qui aimait qu'on lui fasse un compliment. Nous, on, dans les méthodes qu'on donne, c'est le compliment gratuit. Et le compliment gratuit, c'est celui vraiment tu t'en vas après. Tu t'en vas. Tu vois ce que je veux dire? C'est bonjour, j'adore votre pull. Ouais. T'es pas lourd, exactement. Voilà. Donc, il y a pas, tu ne laisses planer aucune ambiguïté sur le fait que c'était juste un truc que tu as envie de donner.
Et voilà, j'avais juste envie de vous le dire, merci, au revoir. Et ça, c'est Tellement sympa. ouais, Tellement sympa. et puis c'est sympa pour soi. C'est assez, en fait, c'est ce truc-là qu'on essaye un peu de réveiller et qui est dur, hein, parce que, et j'en reviens, est-ce que nous, on arrive à l'être constamment? Clairement non. Quand on est dans Bien le sûr. dur, quand on a la difficulté, quand on s'est engueulé avec quelqu'un, quand on a eu un souci, c'est dur. Donc, et on est dans une société qui a beaucoup atrophié ça, en fait, qui n'y croit même plus, en fait. Donc, déjà, faut réveiller l'idée que quand tu le fais, en fait, ça soigne l'état dans lequel tu es, alors qu'en fait, l'état dans lequel tu es te laisse penser que tu peux pas le faire. Mm. Ça, c'est compliqué de réveiller ce truc-là. Mais c'est comme prendre un médicament. T'as pas l'effet tout de suite, mais tu sais que ça va marcher. Voilà, exactement. Vous avez une étape gagnée avec le social bar, c'est que les gens ils viennent pour ça. Oui, exactement. On s'est posé plein de questions de pourquoi les gens venaient chez nous. On voulait pas devenir un bar de rencontres amoureuses. En tout cas, que ce soit pas détourné pour ça. Même si on n'empêche pas les gens de se rencontrer aussi amoureusement. Mais oui, effectivement, les gens qui franchissent la porte du social bar, ils viennent effectivement un petit peu pour ça. Ce qui est peut-être pas vrai pour tout le monde, parce que je pense que comme ce sont des bars, il y a des gens aussi qui rentrent dedans Oui, par sans hasard. forcément savoir. Et là, ils sont pris dans un truc, ils s'y attendaient pas. Alors oui et non, parce que ça, c'est un truc qui est important pour nous, c'est que il n'y ait pas une injonction obligatoire à faire, c'est une proposition. Parce que dès que c'est une injonction et que ça sort la personne de sa zone d'acceptation, je parle même pas de la zone de confort, de la zone d'acceptation, en fait, c'est totalement contre-productif. Donc ça, vraiment, on fait hyper gaffe dans le fait que ce soit juste une proposition qui peut être très largement refusée, et pas simplement, tu t'es retrouvé au social bar, alors tu es obligé de te conformer à ce qui est en train de se passer là, donc ça devient de l'entre-soi, etc., etc. Dans les témoignages qu'on avait, on avait Béatrice qui disait « J'ai besoin de vivre quelque chose avec quelqu'un pour entrer en interaction ». Elle disait « J'ai du mal à aborder les gens dans la rue, mais quand il se passe un truc qui nous concerne tous, il s'est passé un truc dans le métro, un truc drôle ou un truc qui nous a fait peur ou quoi, là, on peut rentrer en interaction. Ouais, Il se passe quelque chose... Et au social bar, c'est ça. On voit des choses qui se passent et on est tous spectateurs ou tous acteurs. C'est ça? On se réautorise, ouais. Mais ce qu'elle dit, Béatrice, moi, ça me fait penser à la différence entre la méfiance et la confiance. J'ai besoin de vivre quelque chose pour rentrer en lien. Il faudrait trouver la réciproque. Pourquoi j'ai ce besoin et qu'est-ce qui m'empêche d'entrer en lien? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai beaucoup ces discussions-là, parfois de, ah oui, mais attends, avant, j'ai besoin de faire confiance pour pouvoir parler. Ouais, mais c'est dans l'autre sens. Si tu fais pas confiance, tu peux pas rentrer en lien, en fait. Et comme on est tous construits dans nos peurs maintenant, c'est très compliqué d'entrer en lien, en fait. Qu'est-ce qui se passe concrètement au social bar? Tu peux nous donner 2-3 choses que vous faites? Alors, tu nous as dit, on se dit bonjour, on se présente. Alors, au social bar, d'abord, il y a un agent de convivialité, qui est un métier. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de barman. Si, il y a des serveurs et des barman qui, eux-mêmes, ont à leur disposition donc ce qu'on appelle nos outils, on appelle ça des activateurs de convivialité, qui sont plein de petits outils, méthodes, etc., qui permettent de faire des propositions. Donc le barman va avoir la proposition de proposer de jouer le prix du verre au dé. Donc il a juste un dé. Et quand il va prendre la commande, comme dans n'importe quel bar, il va dire « Est-ce que tu veux jouer le prix de ta bière ou de ton verre au dé ?» Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, il explique la règle. Tu fais 1 ou 2, tu perds 1 euro. 5 ou 6, tu gagnes 1 euro. Mais la règle du jeu, c'est que je te donne le dé et tu dois trouver un inconnu dans le bar et lui demander de venir le jeter pour toi. Donc en fait, c'est que ça, les activateurs de convivialité. C'est, regarde, j'ai un dé, je m'appelle David, est-ce que tu veux bien venir jeter le dé pour moi? Et comment tu t'appelles? Et on jette le dé ensemble, et on rigole, et on s'en fout de perdre ou de gagner 1 euro. C'était le prétexte d'entrer en lien, en fait, qui s'est fait comme ça. Donc les barman et les serveurs ont accès à ces outils-là et les proposent selon la manière dont ils se sentent, etc., et selon s'il y a le rush, etc. En revanche, il y a un autre métier dans le bar qui, lui, s'appelle agent de convivialité, et lui, ne fait que ça. D'accord. Et donc lui, il va accueillir les personnes qui rentrent dans le bar, leur expliquer ce qui s'y passe, leur proposer de remplir un badge de la convivialité où on va inscrire son prénom. Au tableau, il y a deux hashtags qui changent tous les jours, qui peuvent être où t'es parti en vacances pour la dernière fois et quel est ton film préféré. Et donc tu vas remplir ce badge et tu vas avoir un prétexte pour entrer en lien avec un inconnu puisque c'est la règle. Tu vas lui demander de te le coller dans le dos, ce qui est un contact physique non intrusif, et un contact physique crée un lien. Okay. Et au moment de ce contact physique, tu vas avoir visuellement le prénom de la personne et 2 sujets de conversation qui sont autre chose justement que tes banalités.
Et donc, tu vas dire, ah, moi aussi, j'ai vu ce film, etc., etc. Et puis après, il va animer des Shifumi géants, il va faire plein de moments dans le bar. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un Shifumi géant, c'est un truc de dingue. Ouais. Tout le monde joue, et puis au bout d'un moment, on devient supporter de... Ouais, exactement. Non, mais incroyable. Ouais. Des gens que je ne connaissais pas, et j'en viens à être la meilleure supportrice de quelqu'un que je ne connaissais pas 3 minutes avant, quoi. Vous avez fait jouer un ministre au Shifumi géant ? Plusieurs. Raconte-nous. Écoute, c'est parti de quoi je sais plus comment c'est parti. Si c'était Muriel Pénicaud, où on avait quelqu'un qui rendait un rapport sur l'inclusion, et on attendait les ministres et ils nous avaient demandé de venir pour faire attendre les gens en fait. Donc avec Renaud, on était là, nous, en tant qu'agent de convivialité, et on fait ça dans le bar, mais l'agent de convivialité se déplace aussi, il a une tenue d'agent de convivialité, il se déplace avec son petit plateau, et il a des petits dés, des petits machins, etc. Et Muriel Pénicaud est venue nous voir, et donc on lui a fait tirer une carte défi. Cette carte défi, c'était jouer au Shifumi avec un inconnu, donc c'était pas un Shifumi géant, D'accord. c'était un Shifumi avec un inconnu, donc on l'a fait jouer un Shifumi avec un inconnu, et après, je ne sais pas pourquoi, ça s'est répété plusieurs fois avec au moins 5 ou 6 ministres, parce qu'on nous a fait animer une garden party dans je ne sais plus quel ministère. Ça doit leur faire du bien. Oui, bien sûr. Comme à nous tous. Ouais. Le jeu, c'est universel. Absolument. Ouais. Et puis, plus on peut le prolonger, mieux c'est, non ? Que ça ne reste pas dans l'enfance. Et justement, là encore, on est en train de réveiller le petit enfant, là. Exactement. Donc, du coup, vous les formez maintenant, les agents de convivialité. Vous avez créé une école. Alors, l'origine de l'école, c'était de former nos agents de convivialité. Et maintenant, ça fait longtemps. Ça fait 4-5 ans qu'on a plus de 50 agents de convivialité. On avait 30 agents de convivialité sur les JO. On commence à être une agence de prestat de service, en fait, qui envoie ses agents de convivialité un petit peu partout. Vous avez fait l'ouverture des volontaires des JO, c'est ça ? Alors, on a fait, avant la cérémonie, on a fait un événement pour tous les volontaires des JO à l'Arena de Bercy. Et après, le jour de la cérémonie, on avait 30 agents de convivialité déployés sur les berges de Seine, qui allaient voir les gens, qui se rentraient en contact. Et l'école, son origine, c'était pour former nos agents de convivialité, mais maintenant, l'école, elle fait 2 choses. Elle enseigne le détournement convivial à des personnes éloignées de l'emploi comme facteur de reprise d'envie de faire société, de se former, de faire un métier. Donc on sort de la logique formez-vous, acquérir une compétence et trouver un job. C'est d'abord reprenez de l'envie d'être ensemble et trouvez votre petite posture à vous pour passer d'une journée subie à une journée choisie. C'est-à-dire sortez de l'idée qu'on rend responsable l'employeur, les autres, l'organisation de sa journée. Votre journée, c'est vous qui la maîtrisez. Si vous y mettez des tournements convivial, alors vous pouvez là encore, on change de paradigme. Quoi. On change complètement de paradigme. Et ensuite, on a une journée, et il y en a une demain d'ailleurs, qui s'appelle Viens sniffer de la C. Ouais. Il faut que tu nous expliques. Le C de convivialité. Viens sniffer de la convivialité, parce que ça a cet effet absolument de drogue sociale, qui est de dire que c'est drogue saine. Et donc, sur une journée, on apprend aux gens, au grand public cette fois-ci, de trouver sa posture de convivialité. Donc, de sortir de l'idée que j'ai besoin d'alcool ou j'ai besoin d'être extraverti, mais je peux trouver ma jauge correspond à ce que je suis socialement. Et donc, pour ça, il y a plein de petites méthodes, qui est des méthodes qu'on évoquait tout à l'heure. Bonjour, désanonymiser, créer du lien et trouver ses moyens de créer du lien et de se remettre dans cette énergie-là. Il faut avoir le tempérament quand on décide de... C'est quoi, c'est des reconversions des gens qui viennent à l'école ? Pas du tout, parce que c'est une formation d'une journée. Donc, pour nous, c'est en filigrane. D'une autre formation c'est une réflexion sur son parcours. C'est une posture, en fait. C'est est-ce que je peux trouver le moyen d'aller puiser des ressources pour remettre un tout petit peu de joie dans ma journée et de passer de je suis là, je suis un peu stressé, je suis un peu anxieux, je suis un peu dans la plainte et les gens ils sont méchants, ils m'abordent dans la rue, etc. à si je devenais l'acteur d'une journée plus agréable. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est plus des formations courtes que quelque chose qui parle de reconversion. Après, tu peux devenir agent de convivialité chez nous, ça, c'est possible. Alors, en 2020, le Social Bar s'invente hors les murs. Vous avez monté une agence de convivialité. Vos agents se déplacent dans les entreprises, notamment. 2020, une super année pour monter une entreprise. Hein. Surtout dans les entreprises. En plus, en 2016-2020, on avait un bar. Ouais. Qui était celui de Gare de Lyon, qui faisait 49 mètres carrés, on rigolait bien,
Et effectivement, il nous a pris de grandir. Et d'abord, en fait, 2020, on a monté l'agence par contrainte, et je vais t'expliquer comment, mais avant, le plan, c'est d'ouvrir d'autres bars. Et on lève des fonds mi-février 2020, c'est-à-dire un mois avant le confinement. Et on se retrouve avec une levée de fonds et avec des investisseurs qui nous disent ouvrez vos bars. Un jour, il n'y aura plus de pandémie, donc il faudra que les bars soient ouverts. Et on ouvre 5 bars pendant la pandémie. Et c'est une cata, pas possible. Bah oui, on peut l'imaginer. Nous, on dit record du monde d'ouverture de bars pendant une pandémie. On l'a tué. Vous le détenez. Ah ouais, grave. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en même temps qu'on déploie ces ouvertures de bars, on se retrouve tous derrière nos écrans, confinés. Et là, nous, on se demande ce qu'on fait avec ça, et on se dit, on va essayer d'animer les visios. Et donc, on propose, on fait des posts sur les réseaux sociaux en disant, ce soir, 18h, 1 heure de social bar en ligne. Et là, on se met derrière les visios, et on a genre 40-50 personnes, et on invente des méthodes de convivialité. Donc, on leur dit, top, vous avez 2 minutes pour aller dans votre frigo et faire un cocktail dans votre frigo, et vous revenez, vous racontez votre cocktail. On fait des blind tests, on fait plein de trucs. Chacun va se déguiser dans sa chambre en 30 secondes et on revient. Et en fait, on s'éclate, quoi. On s'éclate. Et du coup, à un moment donné, on se met à le commercialiser parce que des boîtes nous voient ce qu'on fait. Ils nous disent, on n'en peut plus du confinement. Nos salariés sont 8 heures par jour derrière des écrans, voire beaucoup plus. Donc, est-ce qu'on peut leur proposer des pauses dans la journée de convivialité ? Donc ça, vous l'avez commencé en ligne ? Ouais, c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Okay. C'est comme ça que ça a démarré un peu. Et après, c'est devenu l'agence de la convivialité. Et après, quand le confinement s'est arrêté, on a commencé à commercialialiser nos moments de convivialité dans des événements, dans des lieux. Et là, j'imagine que les entreprises, elles avaient encore plus besoin de vous parce qu'il fallait recréer du lien. Franchement, c'était compliqué. Ah bon ? Franchement, c'était compliqué. Pourtant, on a beaucoup entendu ça, qu'il fallait recréer du lien, mais on s'est heurté à autre chose. C'est très compliqué de vendre de la convivialité. Tu peux vendre un vélo à smoothie, tu peux vendre un tour de magie. C'est ça ? Ouais, en tout cas, si c'est 200 balles, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu veux un tout petit peu gagner ta vie ou pas perdre d'argent, que tu envoies 2 agents de qualité pendant 3 heures, que tu vas payer décemment, c'est pas 200 balles, c'est 1000 balles. Et donc, ça commence à être des budgets qui s'approchent d'autres choses. Et ça a été très long. Maintenant, ça y est. Mais on est en train d'atteindre le million de chiffre d'affaires sur cette agence, etc. Mais au début, c'était très très compliqué. Et dans ce contexte, on s'était dit tiens, allez, les gens maintenant ont compris que le lien social est en fait pas du tout. Il faut faire la preuve de l'utilité de cette intervention. Ouais. Donc l'exemple. Donc montrer que le bouche à oreille et faut heureusement miser sur les croyants du début qui te missionnent et tout petit à petit, ça a été long. Tu vois les changements, tu vois quand vos agents de convivialité rentrent dans une entreprise, tu vois un avant, un après. Alors, je ne peux pas dire si je peux voir un après parce qu'on ne le suit pas dans le temps. Par contre, on voit les regards se détendre, les sourires jouer, les regards interloqués de dire « Waouh, tiens, d'un coup là, en 10 minutes, on a complètement retourné le paradigme qui est le nôtre parce qu'on s'est tous rendus visibles et vulnérables en tant qu'enfants, ce qu'on ne faisait jamais en fait. Et alors là, il nous est arrivé des trucs effectivement hallucinants. T'as des exemples ? On a fait faire on a eu des patrons d'équipes de 300 personnes à qui on a fait faire Véronique et Davina, qui animaient un cours d'aérobic pour leurs salariés. On a des gens qui sont venus déclamer des slams, et c'était Roger de la Contact, personne n'entendait, et là d'un coup tout le monde le regarde en disant waouh. Et on va chercher ces trucs-là en fait. Et on va chercher on demande qui a un talent, et la personne d'un coup se met moi je suis chanteur lyrique. Et la personne le sait, il se met en fait, on va chercher plein ces petits trucs, on fait ce qu'on appelle des collect quiz, on leur envoie des questionnaires avant sur des anecdotes qui leur sont arrivées dans leur vie, tout ce que tu racontes, en fait, que à des collègues très très proches ou pas. Et après, on fait des quiz. Qui s'est retrouvé coincé en Sibérie avec des machins, et là, on essaie de deviner qui c'est. Et puis on est, c'est Martine, et Martine, elle raconte, et en fait, si tu veux, là, on recrée des liens qui sont complètement différents, en fait. Et oui, ça, je sais pas après ce qui se joue après dans l'organisation, on pourrait le mesurer, et je sais pas si c'est vraiment l'intention, et d'ailleurs, c'est pas que dans l'organisation, c'est ce que j'ai réveillé chez les gens,
Oui, ça doit se propager hors de l'entreprise aussi. Exactement. Donc ça, on le suit avec un peu nos chercheurs, de comprendre qu'est-ce qui s'est joué sur le moment, qui est un moment éphémère, de passer un bon moment, et puis après, qu'est-ce qui se joue plus tard. Raconte-moi un petit peu ce labo, donc, parce que c'est bien beau de rigoler, mais du coup, vous allez chercher un petit peu, vous allez étudier avec des sociologues ce qui se passe autour de ce lien de convivialité. Qu'est-ce qui se joue. Est-ce que vous avez des choses intéressantes qui sont ressorties là, de ces études déjà ? Depuis quand vous travaillez là-dessus, sur ce labo ? Ça fait 3 ans. Okay. 3 ans. Écoute, c'est compliqué de tirer des vraies conclusions. Alors, la recherche, c'est du temps long, c'est des cohortes qu'on suit, etc. Donc, les effets immédiats, on sait les mesurer maintenant. On voit bien que ça a réveillé tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Les effets plus moyen long terme, c'est encore un peu récent. Il y a questionnement sur qu'est-ce que ça a créé chez l'individu. On l'interpelle aussi beaucoup du niveau de l'emploi. Est-ce que ça recrée de l'envie ? Est-ce que ça a créé un changement de regard par rapport à la posture que je peux avoir dans une organisation, etc., etc. Donc, c'est compliqué pour nous de faire des conclusions scientifiques précises là-dessus. Puis, d'ailleurs, je pense qu'on s'en méfierait assez de dire c'est comme ça, etc. On essaie plus de comprendre ce qui se joue dans les interactions et de dire comment on peut venir renourrir le lien et sortir de cette logique qui a été juste empirique et loufoque au début et venir la nourrir d'un regard un petit peu plus sérieux et de dire que c'est la complémentarité des deux qui fait un truc un peu, à un moment donné, audible, quoi. Comment vous voyez ça avec ton partenaire ? Vous êtes parti d'une idée de copain, et vous arrivez à un labo d'études. Ça, moi, c'est dans mon organisation d'avant, on avait été parmi les premiers à mobiliser la recherche dans l'innovation sociale, qui est très technologique. En fait, l'innovation est très technologique. Et il y a une petite case d'innovation sociale. Donc, moi, j'avais déjà un labo de recherche dans mon entreprise précédente qui travaillait sur la validation d'acquis, donc la transformation de l'expérience en diplôme, et dans lequel on étudiait les effets du système éducatif sur ceux qui n'ont pas eu la chance d'y réussir, et les effets réparateurs de valider les acquis de quelqu'un qui avait acquis des compétences par lui-même. Donc on avait déjà cette démarche de champ recherche. Okay. Et donc quand au bout de 2-3 ans, avec Renaud, on s'est dit tiens, manifestement le social bar c'est en train de devenir un truc qui nous échappe un peu, et on est passé de notre constat de départ, la période d'amusement où en fait on s'est éclaté et on voyait bien qu'en fait on s'est éclaté parce qu'on n'était pas en train de construire une stratégie marketing, mais simplement d'avoir envie de faire ça. Vous avez mis votre envie sur la table. On a mis notre cœur là-dedans et on se marrait, quoi. On rigolait, on passait des bons moments avec les gens et on voyait bien que des clients du bar venaient nous voir en disant vous m'avez sorti de ma solitude, etc. Donc on commençait à voir qu'il se jouait des trucs et à un moment donné j'ai proposé à Renaud de dire viens on monte un labo de recherche. Parce que ce qu'on fait, c'est hyper empirique, mais c'est important qu'on ait ce regard-là pour comprendre ce qui se joue dans ce qui est connu. C'est une façon de crédibiliser la démarche aussi ? Ouais, mais c'est pas l'intention. Ça crédibilise la démarche, mais c'est pas l'intention première. L'intention première, c'est que l'empirisme a ses limites, en fait. Donc, si tu viens nourrir... En revanche, l'empirisme est hyper puissant. S'il vient se nourrir d'un regard documenté, scientifique, etc., non dogmatique, mais qui vient simplement interpeller l'empirisme, quoi, et le mesurer. David, tu es aujourd'hui engagé dans un nouveau projet avec un certain nombre de co-créateurs. Pour le Social Bar, vous étiez 2. Il y a cette démarche de co-création. Je veux aussi dire que 25% du capital du Social Bar, il est ouvert aux clients, que vous appelez les copatrons. Quels enjeux, quels défis à cette démarche de co-création ? Est-ce que c'est vrai que seul on va plus vite et que ensemble on va plus loin ? Écoute, oui, d'abord, il faut quand même redire que le Social Bar, c'est plus de 1000 copatrons. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Vous avez ouvert, c'est-à-dire que chacun a pris des parts. Chaque bar a existé grâce aux investisseurs qui étaient les clients et les futurs clients qui croyaient à ce qu'on était en train de raconter, c'est-à-dire il faut créer du lien social et il faut des bars qui redeviennent des bars. Donc, on faisait des campagnes de crowdfunding et les gens mettaient entre 200 balles, 300 balles. Ils ont un pouvoir de décision, il y a une co-gouvernance. Alors, c'est là où ça peut rejoindre ta question par rapport à ce qui a été fait au hameau derrière. C'est que ça reste du capital. Donc, dans un capital, c'est celui qui a la majorité donc il y a un pouvoir il y a une obligation de transparence, il y a un pouvoir de consultation, il y a des votes en AG. Maintenant, c'est ceux qui ont la majorité qui décident. Et tel qu'avait été conçu le Social Bar, on avait gardé la majorité avec Renaud. Donc, on était plus dans une démarche transparence et participative, de dire, venez participer à cette aventure. Le hameau, on est allé plus loin.
Le hameau, on s'est constitué en coopérative et chaque coopérateur n'est pas forcément d'ailleurs un co-créateur, puisque le hameau a 3 ans et on rentre encore chaque mois des nouveaux coopérateurs qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que ceux qui ont fondé le projet. Donc on est tous à parts égales, C'est une tous SCOP? à droit de vote égal. C'est pas une SCOP, c'est une coopérative. Il y a une SCOP, c'est une coopérative qui met ses salariés au capital. Une coopérative, il y en a 3, il y a les SCOP, les SIC et les coopératives. Les SIC, c'est l'institution au capital. Et la coopérative, c'est juste si on se met entre nous et on organise notre gouvernance de manière coopérative. Avec un grand principe, c'est une égalité de détention des droits de vote. Donc, Une voix, un homme, une voix. Exactement. Ok. Donc, ce hameau, Montrieux. 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 Ouais, on s'est fait engueuler. Si tu dis Montrieux, tu vas te faire engueuler. Pourquoi? C'est quoi Montrieux? Bah on dit pas Montrieux, on dit pas Montrieux. Ça se dit Montrieux. Ça se dit Montrieux comme Montparnasse, Ah, la Montpellier. parisienne, je suis trahie. Ça veut dire, ça veut dire le mont. Non, mais on faisait pareil, c'est pour ça on s'est fait engueuler ici. Ça veut dire le mont ruisseau en provençal. D'accord. Donc c'est c'est un tiers-lieu Ouais. dans un ancien monastère de 2500 mètres carrés. J'ai vu les images, ça a l'air sublime. Ouais. Dans un parc de 12 hectares en plein cœur du parc naturel de la Sainte-Beaune, à 1 heure de Marseille et d'Aix en Provence. Qu'est-ce qui s'y passe à Montrieux? Ici, écoute, il s'y passe plein de choses. D'abord, j'ai envie de dire que c'est aussi un projet scientifique, avec une partie agricole. On essaie de documenter comment on peut remonter des micro-fermes qui nourrissent leur écosystème, qui nourrissent un fermier décemment avec des heures de travail décentes. Et il y a une deuxième partie. Donc c'est de la culture? Des cultures. Aujourd'hui, c'est du maraîchage. D'accord. Et l'intention, c'est d'aller vers une micro-ferme animalière et de montrer est-ce que c'est de nourrir la recherche, de dire est-ce que c'est une thèse qui peut nourrir la population de réimplanter des micro-fermes partout? Si oui, comment elle se passe? Pas qu'au niveau production, au niveau distribution, au niveau vie économique, etc., etc. Deuxième pan du projet de recherche, c'est un projet en sciences humaines, donc un docteur en anthropologie, où on vient étudier tout ce qui se joue à hameau, puisqu'on y a mis une organisation de l'intelligence collective, on y met beaucoup de place à la gestion des émotions, vivre ensemble, à faire société, qu'est-ce qui se jouait dans les tribus, dans les peuples racines, etc., et comment on peut reconstruire de la coopération, les postures de coopération. Donc d'un côté, il y a de la convivialité, des postures de joie, là c'est de la posture de coopération, qui sont assez liées. Et ensuite, donc le lieu a été acheté par une coopérative, ça c'est ce qui permet de le sanctuariser dans son esprit d'économie sociale, de projet de l'économie sociale, financé par ses coopérateurs. Donc on est aujourd'hui 16 familles à avoir investi 150 000 € dedans, et la coopérative est ouverte et on veut monter d'autres lieux, etc. Et donc c'est aussi un appel à l'épargne citoyenne, de dire qu'aujourd'hui l'argent se raréfie un peu partout, même dans l'investissement de l'économie sociale, il devient cher. Donc, en revanche, ceux qui ont été habiles dans le capitaliste peuvent faire un geste et venir dans ce type de projet, en sachant qu'on ne sert pas de rendement. On sert un rendement qu'on appelle les dividendes du kiff, c'est-à-dire que tu peux participer au projet et le faire exister. Par contre, on ne versera pas de pourcentage de ton investissement. Donc, on essaie de changer le regard là-dessus. Et après, on y déploie une activité. Donc, on a une entreprise sociale qui va se positionner sur le marché des groupes hôteliers, hospitaliers. Donc, on a des chambres d'hôtel, on a un restaurant. On a un centre de formation, on fait des concerts, des festivals, des choses. Donc on est un village vacances. On fait des séminaires d'entreprise, on fait des mariages. Et puis après, on a une association qui se nourrit des excédents de cette entreprise-là, qui essaye d'aller chercher des subventions, qui récupère aussi des dons, et qui va mettre en place une activité non marchande, c'est-à-dire toute l'activité qui ne serait pas vendue. Donc, on va faire du tourisme social. Il y a des familles qui viennent en vacances qui ne payent pas, parce que c'est des familles qui partent jamais en vacances. On va faire des séjours de répit, des séjours de reconstruction, des séjours de remobilisation, des colonies de vacances apprenantes, et tout ça. Et ça va nous rappeler le social bar, un peu comme un social bar géant à la campagne, c'est-à-dire au même endroit, au même moment, pour que ces publics se mixent et se parlent. Là, tu passes un cap dans le tu vis là-bas? Les gens vivent là-bas? Non, c'est pas un habitat, c'est un lieu réceptif. Donc nous, les coopérateurs, nous n'avons pas on peut y venir, mais on n'y vit pas. Donc on y coopère. On appelle ça des co-cop, des copropriétaires coopérateurs. On a financé, on détient le bien immobilier à travers notre coopérative et on coopère au projet. Ok. Chacun a sa place, c'est-à-dire que donc on a un agriculteur. Après, il y a une équipe salariée. Il y a une équipe salariée. Les coopérateurs, c'est tous des gens qui ont donné leur argent sans rendement et qui donnent leur temps gratuitement.
D'accord. Donc ils ont un taf à côté, où ils sont à la retraite, ils ont eu la chance de pouvoir faire ça. C'est un peu l'injonction qu'on fait pour le coup, de dire si tu as de l'argent, viens le mettre dans un projet comme ça, c'est là qu'il sera vraiment utile. Et après, toute l'activité que j'ai décrite auparavant, elle est pilotée par une équipe. On a créé 15 CDI et on a 12 jeunes en insertion. On a 25 personnes sur place qui travaillent et qui reçoivent des clients toute la journée. D'accord. Vous avez cette ambition d'un tourisme différent? Ouais, c'est ce que tu disais en intro, c'est... Oui, mais pas que. Parce que c'est pas que du tourisme qu'on fait, on fait de la formation, on fait plein de choses. Et il y a un petit truc qui grince pour moi dans le tourisme, c'est que, en tout cas, on a envie évidemment de transformer le regard sur le tourisme tant qu'il existera. Mais ça pose la question de d'où viennent nos clients. Si c'est à 5000 km, est-ce que ça continue d'avoir du sens? Et donc, la deuxième chose qu'on peut mettre en parallèle, c'est comment on rend la proximité désirable. Comment on part en vacances chez soi. Et comment on peut quand même vivre des moments chouettes sans avoir besoin de faire 3000 bornes en avion pour aller se mettre dans une crique qui ressemble à peu près à la crique qui a pas très loin de chez soi. Donc, c'est pas que... Enfin, transformer le tourisme ne nous conviendrait pas parce que ça relèverait de l'idée qu'on va continuer de vivre exactement de la même manière et de parcourir le monde en permanence. Et on n'est pas certain de ça, on n'est pas certain du contraire non plus, mais on regarde ce truc-là en disant... Voilà. Ça veut dire que vous travaillez vos offres sur la restauration ou sur l'hébergement, sur du très local? Ouais, sur du très local, sur des propositions d'activités qui sont joyeuses d'une part parce qu'on est en vacances, mais aussi sensibilisantes d'autre part. Donc on propose sur des semaines de vacances, on va faire des ateliers d'initiation à l'intelligence collective, on va aller aux ruches s'occuper des abeilles et on va faire une balade botanique, mais on va aussi faire des olympiades et des concours de relais piscine. Donc on essaie d'être un centre de vacances joyeux, tu te marres, où on n'est pas en train de t'expliquer qu'il faut plus bouffer de viande, plus prendre l'avion, chacun fait ce qu'il veut, mais par contre, quand on te dit, bah voilà, nous on essaie voilà ce qui se passe au potager, etc. Et là, on accueille tout le monde, mais on verra où va ce truc-là. Et c'est pas que le tourisme. Je voudrais te faire écouter un son. Il s'agit d'une intervention de Maëlle Chassard à l'invitation de la région Bretagne lors des rencontres du tourisme en Bretagne en 2024. Maëlle Chassard, c'est la co-créatrice de l'Uni. C'est la machine à histoire. C'est un jouet qui permet aux enfants d'écouter des histoires et de les créer. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs personnages, ils peuvent dire tel personnage dans telle situation. Ils créent leurs histoires et l'Uni vient de lancer l'année dernière, je crois, une version pour les ados. Et Maëlle, elle réfléchit beaucoup à sa responsabilité auprès des jeunes générations puisqu'elle transmet des imaginaires. On sait très bien à quel point les histoires qu'on entend petits vont façonner la façon dont tu vas vivre plus tard. Si on te dit que le méchant loup va te bouffer, t'évites de sortir toute seule quand t'es une petite fille et quand t'es une grande fille aussi. Ou voilà. Si on te dit que tu dois sauver une princesse avec ton épée, ça fait des petits garçons un peu belliqueux parfois ou qui se sentent une responsabilité très lourde. On écoute Maëlle et cette réflexion, qui est une réflexion sur les nouveaux imaginaires et sur le tourisme. En ce moment, je suis en train de coécrire une fiction audio qui s'appelle Numénia pour les 11-14 ans et qui se passe en partie en forêt de Brocéliande. J'ai pris un imaginaire existant que j'ai amené dans un nouvel univers que j'ai créé afin de faire passer des messages qui me tiennent à cœur, comme l'importance de l'imagination, le respect du vivant, l'introspection, et tout ça dans un récit collectif. Mais j'aimerais aller encore plus loin que raconter cette histoire. Comme je le disais, j'aimerais créer des ponts entre fiction et réel. À un moment donné, dans la fiction, l'ado va rencontrer un personnage qui s'appelle Coriandre, qui est permacultrice, qu'on appelle permacoultrice. J'adore ce terme. Et à partir de cette rencontre, j'aimerais inviter ensuite l'ado à sortir de la vie numérique pour expérimenter ce qu'il a écouté. Et donc, ça pourrait prendre la forme de visites de fermes, de stages en permaculture, de chantiers écologiques, et donc de partenariats avec les locaux. En fin de compte, passer de la réalité, de la fiction à la réalité, c'est juste donner vie à ces imaginaires positifs, les rendre vraiment tangibles. Et je pense que le tourisme est le vecteur idéal pour ça. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Plein de choses. Le récit, bien sûr, le récit est quelque chose d'important, de primordial. Nouveau récit, on
change de paradigme et de regard sur tout ça. Pour Tu inventer parlais tout à l'heure des les petites futurs filles. qu'on veut. Ouais, mais tu parlais tout à l'heure des petites filles. Moi, j'ai envie de parler des petits garçons. Hein. Tu parlais de leur glaive, leur machin. Moi, je subis mes colères et mes violences encore. Et le patriarcat a fait des dégâts fantastiques là-dessus. Donc, comment on raconte aussi d'autres récits entre les petites filles et les petits garçons sur ces trucs-là. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et on disait au début que moi, je me soigne, mais c'est long, en fait. C'est long de sortir de ces souffrances. Et je trouve que le patriarcat a amené des souffrances chez les petits garçons qui se transforment en colère et qui parfois se transforment en violence. Et ça, moi, ça me terrorise, ça. Moi, le premier. Pour moi, le récit suffit pas. Il faut y ajouter le ressenti. Parce que le récit, si tu veux, c'est l'histoire d'un verbe qui rentre par les oreilles, mais qui rentre pas forcément dans tout le corps. Si tu ajoutes le ressenti, il y a une prise de conscience qui n'a plus besoin d'être expliquée par le récit et qui a un pouvoir transformateur très très fort. Nous, à Meaux, les séjours qu'on propose, on appelle ça faire bouger, cogiter, ressentir, jouer. Donc ça rejoint un peu ce que disait Maëlle, faire. Aller bosser avec la permacultrice, je vais aller cuisiner ce que j'ai cueilli au potager, etc. Bouger, je vais engager mon corps dans l'expression que je peux faire, et ça c'est un truc aussi avec les enfants ou d'autres. Nous on fait des trucs très très basiques et d'autres un peu plus élaborés d'ateliers sensoriels, mais on a des stages où on demande leur chanson feel good à des gens, on se met en cercle et on envoie les chansons feel good et les gens se mettent à danser sur leurs chansons et tout le monde les suit et ça crée des moments extraordinaires d'engagement du corps. Encore une fois, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ensemble. mais l'engagement du corps, en fait, dans ces trucs-là, dans tes ateliers sensoriels. On fait vivre aussi des ateliers sensoriels aux gens pour réveiller, en fait, cette connexion du corps qui est hyper importante. C'est des énergies qui passent. Ouais, c'est des énergies, bien sûr. Ouais. Cogiter, on prend du temps aussi à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ces jours ensemble? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, de réexpérimenter, etc. Ressentir, et ça, c'est quelque chose... Donc là, c'est la fleur. Ouais. Donc le récit, c'est cette fleur, elle exauce ton vœu, mais le ressenti, c'est maintenant ce qu'on va faire, c'est tous ensemble, on va aller la sentir et s'imprégner de cette odeur, faire notre vœu. Et peut-être que ce soir, on partagera ce qu'on a ressenti et on fera un moment d'échange là-dessus, ou peut-être qu'on ira retourner de nuit voir cette fleur. Et donc ce truc-là, revivre des moments de cœur, est la part essentielle, complémentaire du récit pour moi. Si tu fais pas le récit, il est assez démontré maintenant que parfois, si tu veux, le verbe, il a pas vraiment d'impact sur la transformation des comportements. Alors dans ce que dit Maëlle, il y a un vrai truc, c'est que si tu le prends à la racine et que tu racontes un autre récit aux enfants, tu fais une graine qui est importante. Mais par contre, leur faire ressentir qu'en fait, ils vont passer un bon moment en dehors de leur portable, etc. Mais leur faire ressentir par leur expliquer. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis le dernier pan, c'est jouer et retrouver ce jeu qui nous a guidé tout cet entretien-là. Et donc nous, on essaie de mixer ces 5 trucs dans les séjours et de proposer cette expérience-là. Et notamment, et je te parlais beaucoup de ressenti, mais moi j'ai croisé la route de quelque chose qui s'appelle le travail qui relie, qui est de la reliance, qui existe depuis très longtemps, parce que les premiers ateliers ont lieu en 78. Et qui sont des ateliers d'une simplicité déconcertante si tu les mets en relation de ce qu'elles entraînent, qu'elles provoquent, qui permettent de se relier à ses émotions, aux autres, aux vivants, à la nature, et sans qu'on te l'explique, simplement en le ressentant. Et donc on organise beaucoup d'ateliers comme ça au hameau. Et ça, je crois qu'effectivement, le récit est une part nécessaire. Le ressenti, l'expérimentation de ce qui se joue sans qu'on te l'explique est quelque chose d'absolument essentiel. Moi, j'ai très envie de vacances, là, David. Fort de ce qu'on vient de se dire pendant 1 heure, je vais te donner la boule de cristal et je vais te demander comment tu vois l'avenir et notre capacité à recréer des liens sains entre humains. Je ne sais pas si je prends ma boule de cristal optimiste ou pessimiste. J'ai envie, évidemment... En CM2, quand la maîtresse nous a demandé de nous décrire avec des adjectifs, j'ai dit pessimiste joyeux. Donc c'est un bon mélange entre les 2 réponses que j'ai envie de te faire. Je sais pas comment va être l'avenir. En tout cas, je pense que il y a un seul problème, c'est ça. C'est le lien. C'est savoir être ensemble et qu'on l'a complètement perdu et qu'on savait le faire. Moi, je m'intéresse beaucoup au peuple racine en ce moment et on savait être en lien à soi, aux autres et aux vivants. On peut pas ne pas dire qu'on est dans une société complètement dissociée.
Moi, j'ai 2 ados de 14 et 16 ans et je peux pas lutter contre les écrans. C'est triste, mais malheureusement impossible. Alors, on peut débattre de ça, mais en tout cas, c'est compliqué. Donc, je sais pas où la société... Moi, j'ai l'impression de deux courants contraires. Il y a des courants comme ce que dit Maëlle, comme ce qu'on essaye de faire au hameau, comme plein d'endroits qui sont insufflés un peu partout dans le monde, qui essayent de changer les regards et de proposer d'autres choses, qui luttent contre le courant inverse, qui est le consumérisme, une proposition permanente du contraire de ça. Et je sais pas qui va l'emporter. Je sais pas par quoi on va passer. Donc j'aimerais pouvoir lire dans cette boule et te dire que ça va bien se passer. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir traverser des couches de difficultés assez fortes. Pessimiste joyeux, est-ce que c'est synonyme de lucide ? Ouais, alors c'est marrant ce que tu dis parce que dans les préceptes du travail qui relie, dont je conseille un magnifique bouquin qui s'appelle L'espérance en mouvement, ce que raconte Joanna Macy, donc qui a fondé ce mouvement-là, et qui elle-même était d'une extrême lucidité, voire de clairvoyance pour moi, puisque ça date de la fin des années 70, et dit qu'en fait, face à ce qui nous arrive et face à cette boule de cristal, on peut se faire 3 récits. Le premier, c'est ce qu'elle appelle le business as usual. On va dans le mur, mais comme on y va avec une belle bagnole, c'est OK. Le deuxième, c'est le catastrophisme. On va tous finir déprimés, à se taper sur la gueule et dans un monde pollué, etc. Et le dernier, ce qu'elle appelle l'espérance en mouvement, elle appelle ça la lucidité joyeuse, c'est-à-dire on fait un constat de lucidité qu'il y a quand même beaucoup de dérèglements qui se jouent dans nos sociétés, que ça peut amener des dangers et des choses comme ça, mais on puise de la force et de l'énergie dans cette lucidité pour adresser des solutions en restant joyeux et connecté, en allant faire ce que dit Maëlle, en allant faire des trucs comme ça, et on essaie de garder notre énergie pour ça en fait. Donc oui, il y a une forme de lucidité là-dessus. En tout cas, ce podcast, il a l'ambition de créer des liens, de révéler les liens entre humains. Est-ce que tu veux me mettre en contact avec quelqu'un qui t'inspire dans ce domaine ? Quelqu'un que je pourrais recevoir ici, ou aller rencontrer, ou juste discuter, créer du lien ? Eh bien, écoute, tu peux absolument parler à quelqu'un qui s'appelle Patrick Bernard, et qui a créé un truc absolument génial qui s'appelle la République des hypervoisins, qui est dans le 14e arrondissement à Paris. Et il a reconnecté plus de 3000 voisins de manière assez hallucinante, qui rejoint beaucoup des thèmes qu'on a abordés là-dessus. C'est comment on vit ensemble sans vivre ensemble, donc comment on revit ensemble alors qu'on est à quelques mètres les uns des autres et que personne se connaît. Et il a créé un truc formidable. Et je pense qu'il apporterait un regard très chouette dans ton podcast. Je le rencontrerai avec grand plaisir. On s'arrête là. Okay. C'était un grand plaisir de discuter avec toi, David. Je donne rendez-vous à nos auditeurs sur Instagram parce que Rosalie Média, c'est aussi de l'inspiration pour passer à l'action, pour aller près de chez vous, sortir de vos bulles. Alors vous allez retrouver plein de petits reportages pour vous donner des idées pour sortir de vos bulles. N'hésitez pas évidemment à partager ce podcast s'il vous inspire, à le noter, parce que ça sera un sacré coup de pouce pour nous. Merci beaucoup, David. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes, à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.